regard croisé sur l'hôtellerie. Évidemment qu'avec la crise sanitaire, le secteur hôtelier a traversé une période de mise en arrêt, de questionnement, donnant lieu à de nouveaux comportements dans les hôtels et les restaurants. Ça, on s'en est rendu compte. C'est simple effet de mode ou véritable changement de paradigme? C'est la question que nous allons poser, entre autres, à nos deux invités. Jean-Philippe Nuel, vous êtes architecte, vous avez à votre actif de très nombreux aménagements dans le secteur de l'hôtellerie, vous collaborez avec les plus grands groupes internationaux, alors Accor, Radisson, Intercontinental, Marriott, Pullman, il doit en manquer. Hein. En France, à Paris, à Pondichéry, Dubaï, il doit en manquer aussi. Le Ponant, oui, exactement. D'ailleurs, vous avez été récompensé hier soir pour le prix. Donatien Caratier, vous êtes architecte d'intérieur. Après avoir passé 25 ans en Asie, de retour en France, vous créez la branche européenne de votre agence de design. Vous avez signé de nombreux projets en Asie, au Zimbabwe et aussi en France. Vous êtes également administrateur au CFAI, Conseil français des architectes d'intérieur. Alors, il y a un an, lors d'un webinaire, vous partagiez déjà votre regard sur la question de l'hôtellerie en temps de crise. Un an après, sur le terrain, ça se passe comment? Personne. Vous allez répondre chacun à votre tour. Hein, donc Bien sûr. C'est mieux d'être en deuxième parce qu'on voit si on ne dit pas de bêtises, on peut, on peut s'en recadrer. Bon, déjà, il y a une petite reprise quand même dans le secteur, donc qui est plutôt la bienvenue. Moi, je la sens vraiment depuis les dernières grandes vacances, on va dire. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé sur pendant la crise de réinventer l'hôtel de demain. Donc, je pense qu'on va y revenir dans le détail. Mais alors, il y a des choses qui se passent. D'autant que, ça j'en suis persuadé, je l'avais déjà dit, c'est que tout ce qui arrive avec la crise, c'était déjà présent de façon embryonnaire. Donc finalement, tout ça, bien sûr, ça a été simplement un coup d'accélérateur. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, il y a une espèce d'inertie quand même des projets. Et donc, par exemple, les modifications architecturales qu'on pourrait envisager sur l'hôtel de demain, celles-ci, elles n'ont pas encore vu le jour, parce que ça veut dire qu'il faut initier des nouveaux projets, les dessiner sûrement autrement déjà en architecture, et après, finalement, les mettre en œuvre en architecture d'intérieur. Donc, c'est un processus long. Oui, on parle d'un temps long dans vos métiers, quand même. Oui, il y a le record, chez moi, c'est 10 ans sur un projet. Donc, oui, effectivement, il y a un tout petit peu de temps. Et vous, Donatien ? En effet, vous m'entendez ? Oui. Oui. En effet, l'hôtellerie a été un peu bousculée par le Covid. Je parle principalement sur l'Asie. Hein. Il y a encore des pays qui sont toujours fermés. Par exemple, la Thaïlande, qui est une grosse destination qui est encore fermée. Et ce qu'a dit Jean-Philippe est très juste, c'est-à-dire qu'on a les prémices du changement étaient là avant Covid. L'hôtellerie a été bousculée par les plateformes Airbnb et d'autres, bousculée également par Booking.com qui mange comme ça du chiffre d'affaires, du revenu. Et se réinventer est la piste actuelle. Alors comment, peut-être qu'on pourra en discuter tout à l'heure, mais je crois qu'il y a un besoin de renouvellement de l'offre. Et un positionnement qui doit être différent que celui qui est présent ou qui était d'hier. Et du style des projets, justement on parle de temps long, ça veut dire que des projets que vous avez pu dessiner et qui sont sortis de vos têtes il y a 5 ans, aujourd'hui, faut les revoir en cours de route ou comment ça se passe ? Oui, c'est fait exprès pour nous donner un peu de travail. Non, justement, non, pas vraiment, puisque, comme on vient de le dire, il y avait déjà des choses intéressantes. Ouais. Oui, tout à fait.
il y avait des choses intéressantes qui étaient déjà présentes et qui seraient à conserver dans l'hôtel de demain. Donc tout n'est pas, tout n'est pas à mettre à la poubelle. Par contre, si on veut vraiment se projeter sur un produit nouveau, qui serait un peu la synthèse de toutes ces évolutions et aussi de l'analyse de l'après-crise, à ce moment-là, oui, ça demande un temps parce que voilà, on rentre aussi dans l'architecture, donc dans quelque chose qui est plus lourd et qui prend du temps. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre le marché de l'hôtellerie internationale et le marché de l'hôtellerie français? Est-ce que vous abordez les choses différemment? Ça, je vais plutôt te laisser répondre là-dessus, parce que moi, j'ai principalement ma clientèle, elle est en Asie. Décidément, je fais des questions pièges. Non, moi, je ne vois pas de grosse différence. On s'aperçoit que même les missions, puisqu'elles sont calibrées en fait, par les chaînes qui, elles, sont internationales. Donc, dans la façon d'aborder les projets, non, parce que finalement, ces chaînes internationales, elles ont une réflexion qui est mondiale. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas adaptation au pays, hein, d'ailleurs, aussi bien d'un point de vue normatif que d'un point de vue positionnement. Mais donc, non, on a quelques problèmes spécifiques au pays. En termes, bien sûr, après, de réalisation, de fabrication. En termes d'études aussi, hein, parce que, par exemple, si on est aux États-Unis, où, par exemple, le BIM est généralisé et un peu moins et là, il se développe vraiment en France, mais plus chez les archis que chez les archis d'intérieur, parce que c'est moins adapté aussi. Mais donc, on se trouve quand même confronté à ce type de problème. Et puis, une déréglementation qui ne sont pas les mêmes en termes de responsabilité, tout ça. Mais globalement, je dis que c'est pas quand même énorme. C'est pas énorme, mais quand même, ce qu'on voit poindre et l'attente du consommateur, c'est d'être en lien avec le pays. Même les grandes chaînes s'adaptent un petit peu au lieu, à la ville. Enfin bon, vous avez quand même cette problématique qui n'est pas liée du tout à la crise, mais dans la réflexion, vous devez quand même avoir un contexte territorial. Oui, alors justement, elle l'intègre aussi, ça. C'est-à-dire que la prise en compte du site, la prise en compte d'une culture locale, en fait, dans les identités de marque développées par chacune de ces sociétés, ils vont se positionner par rapport à cette problématique. Est-ce qu'on standardise mondialement, ce qui effectivement n'est pas la tendance? Est-ce qu'il y a une adaptation dans le haut de gamme? C'est en fait... Aujourd'hui, l'hôtel est conçu quand même comme justement un peu une porte ouverte sur une culture, sur une localisation. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend le métier super sympa, parce que faire un hôtel, c'est d'abord étudier le lieu, étudier le site, étudier la ville, le pays, la région. Et d'ailleurs, c'est valable aussi en France. Hein, faire un hôtel à Lyon, c'est pas pareil qu'à Saint-Jean-de-Luz. Il faut s'intéresser au lieu, voir ce qu'on veut y raconter, comment. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette idée de porte ouverte de l'hôtel, porte ouverte sur une localisation. Donatien, puisque vous avez une grande expérience asiatique, de venir en France, ça, justement, ça, vous l'avez senti, cette façon d'appréhender les choses différemment? Alors, on est en Asie, on est surtout sur du tourisme de destination, principalement, avec une forte donnée locale, de culture locale. Donc, c'est ce qu'attend généralement le client. Donc, on parlera peut-être après du parcours client. Mais c'est vrai que cette stratégie qu'on a en Asie, moi, je la vois peu en France aujourd'hui. Alors, elle est nouvelle. Peut-être que le fait d'avoir été bousculé par le Covid fait que les modes de pensée, de conception vont changer. Mais il est vrai que cette expérience client et le fait que un hôtel est un lieu qui doit être en relation avec son environnement et qui ne doit pas simplement offrir une chambre, un lit. Je crois que c'est toute la dimension à venir, et c'est là où l'hôtel ne doit pas se réinventer, mais doit être dans la continuité de ce qu'il est, c'est-à-dire d'offrir une gamme de services autre que le service initial. On l'a en Asie déjà, c'est déjà présent. Ouais. C'est-à-dire il y a pléthore d'environnements, de services, de par le fait que
généralement La en culture. Asie du Sud-Est, la culture des consorts de l'hôtel, on est directement en relation avec un environnement qui est très fort, qui est très brut. C'est ce qu'on va rechercher là-bas. En France, en Europe, c'est un peu différent. Il faut travailler pour sortir de l'hôtel et être en contact avec l'extérieur. Donc en fait, cette APA, avant, pendant, après, va être le prochain mouvement, je crois, de l'hôtel, que ce soit par les chaînes, les grosses chaînes, les indépendants. C'est trouver le moyen d'être en relation avec leurs clients de façon différente et d'offrir autre chose que ce service qui est de l'hôtel. Donc il y a une vraie question à ce sujet-là. Après, il y a quelque chose de très vrai, c'est qu'en Asie, c'est par destination. Donc si vous allez par destination dans un lieu, c'est pas pour retrouver l'hôtel que vous avez à côté de chez vous. Donc c'est dans l'ADN même du produit. Alors qu'en Europe, le gros business, d'ailleurs c'est un des problèmes de l'hôtellerie de demain, c'est que le gros business, c'est le business, justement. C'est le business, c'est le voyage d'affaires. Donc du coup, là par contre, c'est plus l'efficacité finalement qui est dans l'ADN. Malgré tout ça, comme les frontières sont plus ténues entre justement loisirs et business, eh ben, de plus en plus en Europe, et moi je le fais depuis longtemps, de faire un produit très ancré. Et là, on ne parle même pas de pays. Dans la ville, pourtant en France, c'est très centralisé depuis très longtemps, mais quand je suis à Lyon, j'ai besoin de comprendre cette ville, de l'exprimer, et c'est comme ça que l'hôtel va être accepté, et prendre une autre dimension que celle juste de l'hébergement. D'autant que vous travaillez beaucoup aussi sur du patrimoine existant et que là, du coup, enfin, notamment à Lyon, j'y pensais, où il faut faire avec ça, magnifier, rester dans les pas, mais y apporter d'autres choses, avec l'artisanat aussi, mais au niveau territorial. Tout ça est à prendre en compte. Qu'est-ce que ça veut dire un hôtel ancré dans son époque aujourd'hui, avec finalement le besoin, on entend que ça, c'est comme à la maison. Pouvoir travailler et s'y sentir bien avec des normes finalement sanitaires, sécurité, etc. Qu'est-ce que ça veut dire et comment vous travaillez ça? Si c'est comme à la maison, pourquoi aller à l'hôtel? Ben oui, non mais je sais, mais à chaque fois que j'interviewe quelqu'un sur un hôtel, on me dit il faut qu'on soit comme à la maison. Voilà. Je pense que là, on est devant une erreur majeure de positionnement et de réflexion, presque ontologique. C'est que l'hôtel doit exister différemment que comme à la maison. Donc le lifestyle est la partie émergée de l'iceberg, facile à réaliser puisqu'on est en référent à la maison. Et je pense que justement l'hôtel doit proposer quelque chose de totalement différent. Il doit être en relation avec son environnement, avec sa ville, son quartier, sa rue. Il n'y a rien à voir avec le lifestyle. Et c'est là qu'est toute la nouvelle dimension, je pense, de l'hôtellerie de demain, c'est de répondre à ces questions-là, qui sont vraiment une question ontologique, parce que si l'hôtel ne fait pas, à mon sens, le virage et la sortie du lifestyle, il va être en compétition avec des coworking, avec des lieux qui seront mal nommés ou peu nommés, pas en relation avec l'environnement direct, et la reconnaissance sera diluée à terme. Jean-Philippe ? Moi, je pense que d'abord, il faut s'interroger sur ce que veulent dire les mots. C'est quand quelqu'un dit « comme à la maison », qu'est-ce qu'il veut dire par « comme à la maison ». Moi, je pense que si on est... si on n'est pas trop réducteur, je pense que quelqu'un qui dit « comme à la maison », c'est qu'il pense déjà à quelque chose de pas trop standardisé. Parce qu'à la maison, c'est personnalisé. Donc, c'est cet aspect-là qui est pas inintéressant, en fait, et qui peut être repris. Donc, déjà, ça, c'est le premier point. Puis, des fois, il dit comme à la maison, c'est aussi la proximité des rapports avec le personnel, avec une espèce de lieu qui peut être extrêmement convivial, moins formaté. Donc, je serais peut-être un peu moins dur que toi sur le terme. Bien sûr que, par contre, on ne peut pas s'arrêter là, parce que ça, c'est super réducteur. Donc, moi, je dis, si je dois me positionner par ça, je dis que ça doit être un caractère domestique, mais sublimé. C'est-à-dire que, voilà, il y a des choses, peut-être comme à la maison, qui sont intéressantes. C'est le succès d'Airbnb. C'est que, justement, les gens, ils ont l'impression de ne plus être dans un truc formaté.
Je dis que souvent, quand on va à l'hôtel, on rentre dans une ville, on rentre dans un hôtel, on retrouve la même chambre que partout, avec la salle de bain à droite, le placard en face. Et puis là, vous sortez de l'hôtel, c'est marqué touriste. Voilà, vous êtes dans un cadre. Et indépendamment des facteurs économiques, Airbnb, c'est vous arrivez dans une ville et d'un seul coup, vous êtes habitant de cette ville. Vous êtes pas, vous êtes dans un quartier, vous sortez pas d'un hôtel, vous sortez d'un immeuble, vous allez chez l'épicier qui est à côté, et cette sensation, elle est extrêmement intéressante. C'est pour ça que je le balaye de façon un petit peu moins formelle, enfin volontaire. Radical. Par contre, en termes de déco, d'archi et tout ça, oui, si on fait que comme à la maison. Ça serait un peu dommage. Oui. Ouais, je pense qu'en plus, l'hôtel, il y a une dimension émotionnelle, mythique. Les grands hôtels, ce sont des mythes. Il y a des grands personnages qui sont passés par là. Là, récemment, on a eu une demande. Bon, je savais que ça aboutirait pas et on l'a fait. En plus, on n'était même pas rémunérés, mais il y a Intercontinental qui nous ont demandé de pitcher avec eux sur le Plaza de New York. Le Plaza de New York, vous voyez, c'est au coin de la 5e avenue sur Central Park. C'est un mythe, vous travaillez là-dessus. Il y a Truman Capote qui est passé par là, tous les stars d'Hollywood. Et c'est génial. C'est ça qui est génial dans un hôtel. Donc, et là, pour le coup, on est loin de comme à la maison. Donc, c'est ambigu. Et je pense que c'est utilisé à mauvais escient. Voilà. Alors, est-ce que on peut... Il y a des codes dans l'hôtellerie. Est-ce qu'on peut les réinventer? Je pense par exemple au parcours client avec le desk d'accueil, qu'on a vu plus de desk. Donc, comment on continue à réinventer ça? Et finalement aussi, on fait avec ce qui se passe aujourd'hui où il faut qu'il y ait une circulation parce qu'il ne faut pas que les gens se croisent plus que de raison. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Vous avez finalement encore plus de contraintes. Est-ce que ça donne une créativité, ces contraintes-là? Enfin, déjà, comment on réinvente les codes? J'ai plein de questions. Alors, une après l'autre. Là, encore une fois, on est devant la dématérialisation de l'hôtel. C'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'il y ait de desk. Alors, on a travaillé sur les hôtels, on ne met plus de desk, donc on rentre, on s'assoit avec la personne. Et en fait, la notion de service disparaît. À mon sens, ce n'est pas ce qu'on attend d'un hôtel. Ce que j'attends d'un hôtel, c'est qu'il m'offre un service, c'est qu'il me fasse rêver, c'est qu'il m'immerge dans quelque chose auquel je n'ai pas accès de façon naturelle. Je n'ai pas ça à la maison. Ah bah non, un desk à la maison, là, ça serait... Voilà. Donc en fait, si on dématérialise le parcours client, il devient électronique. On n'est plus dans l'hôtellerie. On n'est plus dans l'hôte. On n'accueille plus la personne. Et c'est une vraie question auquel je n'ai pas la réponse. Mais le fait de vouloir coller aux nouvelles technologies, de vouloir coller aux nouveaux services et d'avoir l'Internet qui rentre dans tous les schémas, on en perd la relation à l'autre. C'est Lévinas qui disait que l'autre, l'altère, révèle sur soi. Si on n'a plus de desk, si on n'a plus de personne, qu'est-ce qui se passe? On rentre, on a une carte, on va se coucher, on ressort. Non, et là, il y a une vraie dématérialisation. Donc à mon sens, on est devant une fin de parcours qui est annoncée, mais dans laquelle beaucoup de gens s'engouffrent parce que le marché a été bousculé et que généralement, quand on est bousculé, il faut se réinventer. On ne sait pas quelle direction donner. Moi, je crois qu'au contraire, il faut revenir sur les vraies valeurs. L'hôtel, c'est l'accueil. On reçoit des gens, on les met dans une position. C'est un peu comme quand on va à l'Opéra de Paris et qu'on monte à l'Opéra et qu'on grimpe les escaliers. C'est merveilleux, on est quelqu'un de différent. Et je crois que l'hôtel doit aider justement les clients à être quelqu'un de différent, en relation avec l'environnement proche. Voilà. Oui, mais par exemple, enfin non, moi je milite pour ce genre d'hôtellerie, il n'y a pas de souci. Mais dans ce que j'ai pu voir, notamment pendant la crise, les hôtels où il y avait cette fameuse carte où il n'y avait pas de contact et tout, ceux-là sont restés ouverts et ont eu pour des gens qui étaient en business et qui devaient aller dans des villes et tout ça, il y avait ça. Donc est-ce que finalement il n'y a pas une petite partie qui doit exister comme ça et revenir au code de l'accueil, puisque c'est ça l'hôtel, oui, c'est vrai. Oui. Moi, déjà, je pense que fondamentalement, en matière d'évolution, l'hôtel, il est un miroir de la société.
Hein, pourquoi ? Parce que c'est un lieu où on travaille, c'est un lieu où on habite. Et en fait, toutes les fonctions humaines sont représentées dans un hôtel. Donc, on ne peut pas se déconnecter d'une réalité qui évolue, qui devient de plus en plus virtuelle, qui devient numérique, et ainsi de suite. Donc, bon, une fois qu'on a dit ça, effectivement, c'est des solutions médianes qui sont intéressantes. C'est-à-dire, il n'y a plus le desk, OK ? Mais finalement, on peut être accueilli par un super concierge. S'occupera plus de votre facture, de votre clé, ce sera votre téléphone, mais il va vous accueillir, il va vous dire bonjour, et ainsi de suite. Et il va vous parler peut-être de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de la ville, d'où vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie de faire, est-ce que vous avez besoin. En fait, finalement, un glissement vers le côté un peu concierge. Alors ça peut être... alors, plutôt parce que, bien sûr, ça ouvre, cette évolution, elle ouvre des pistes d'économie pour les hôteliers. Donc, on risque de glisser vers le non-accueil. Ouais. Mais ça, c'est une piste plutôt pour le haut de gamme. Mais par exemple, pour des hôtels plus économiques, moi, ce que je trouve assez drôle, c'est par exemple l'accueil, il est au bar. Voilà. Et vous êtes comme dans les auberges d'antan. Vous arrivez, il y a le mec qui est derrière le bar, va chercher votre clé. Bon, maintenant, il ne la cherchera plus. Mais en fait, ça veut dire que vous réinventez le lien avec le client qui est d'autre nature, qui sera peut-être plus... le gars qui est derrière le pupitre, ça sera peut-être un concierge, ça sera peut-être le barman, ça sera... Voilà. Et par contre, l'objectif, effectivement, comme dit Donatien, ça sera de conserver quand même du lien. Parce que je pense que ça, c'est dans les fonctions effectivement un peu régaliennes de ce que doit être un hôtel. Oui. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas forcément... ça veut dire que votre métier, c'est aussi un métier d'études sociétales. C'est hyper important. Oui, on est psychologue parce qu'il faut comprendre son client, on est ethnologue parce que bien sûr, il faut comprendre la société. Sociologue. Sociologue, voilà. Je crois qu'on devrait être mieux payé d'ailleurs, avec tout ça. On va militer pour. Mais une chose est sûre, c'est que c'est cette notion de service. Alors, c'est là où c'est intéressant, me semble-t-il, c'est que si on dématérialise un service, on l'a dématérialisé, il n'existe plus. Donc si on se sert d'Internet pour dématérialiser un service, il n'y a plus de service. Donc pourquoi aller à l'hôtel ? Donc on va dormir peut-être dans le temps du Formule 1, on rentre, voilà. Donc ce qu'il faut, c'est éviter ces schémas-là. Et le service dont parlait Jean-Philippe, c'est justement maintenant une relation différente avec le concierge, avec la personne qui vient nettoyer la chambre, voilà. Et donc ça veut dire que est-ce que l'hôtel, il n'a pas demain une vocation à avoir une dimension holistique, c'est-à-dire de penser non seulement à son client, mais aussi aux personnes qui travaillent dans l'hôtel. Et on le voit aujourd'hui, on a une vraie problématique, pardon. Il y a, on en parlait récemment, on manque en hôtel et restauration de 225 000 personnes, ce qui est quand même énorme. Comment l'hôtel ou la restauration n'est pas attractif pour les gens qui y travaillent ? C'est une vraie problématique, c'est grave. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a pas cette démarche holistique qui est axée sur le service. Et sur l'humain. Et sur l'humain. Et ça doit être à tous les échelons dans l'hôtel. Ça veut dire que quand on crée des hôtels aussi, on pense aux employés, pas simplement aux clients. C'est ça aussi, quand même, l'idée. Et ce que vous disiez là, pour faire venir les gens, pour travailler dans ces secteurs-là, ça veut dire qu'il faut que ça soit plus confortable, plus à l'écoute de leurs besoins, de leur mode de travail et tout ça. Et vous essayez aussi dans vos projets d'avoir ce genre de questionnement ? Effectivement, c'est assez fondamental et encore une fois, c'est révélé d'autant plus par la crise, même si le secteur, on a un président qui a dit avant la crise, t'as qu'à aller travailler de l'autre côté de la rue. Ouais. Donc parce que je juge pas ses propos, mais il se trouve que justement, c'est des secteurs, malgré le chômage, qui sont toujours en demande quand même. Donc effectivement, il y a un problème structurel pour que les gens ne viennent pas travailler dans ces endroits. Donc nous, en termes d'aménageurs, effectivement, je pense qu'on a une vraie responsabilité. Ce matin, j'avais une réunion avec, c'est un vieux serpent de mer quand on fait ce type de projet, sur les cuisines ouvertes. Oui. Voilà, les cuisines ouvertes. Hein.
C'est un sujet, ça, la cuisine ouverte. C'est un sujet parce que c'est les 3 quarts du temps raté. Hein, pourquoi ? Parce que nous, en général, c'est hors notre périmètre, parce que c'est un lot technique. Donc, il y a un cuisiniste, il y a nous. Puis au dernier moment, ah oui, la cuisine ouverte. Ok, on va faire une fenêtre. Bon, ok, bon, tout va bien. Puis tout d'un coup, vous arrivez dans le lieu qui est fini. Vous avez la cuisine qui est là avec du 5000 degrés Kelvin d'éclairage, qui est tout le repas sous prétexte que vous voyez pas le cuisinier parce que vous êtes tellement ébloui que ça ne marche pas. Bon, tout ça pour dire que la cuisine ouverte, c'est un sujet qui est vachement intéressant parce que non pas pour faire de la déco dans le restaurant, mais c'est génial pour les cuisiniers d'être en interface avec la salle, de voir leurs clients finalement, plutôt que de les coller au sous-sol. Parce que les cuisines, c'est pas très marrant autrement quand même. Hein. Donc, une multitude de choses comme ça mis bout à bout donne du sens, encore une fois, par rapport à cette ambition. Et puis, une ambition aussi... je le vois sur d'autres hôtels, même en France, se dire que l'hôtel, localement, peut être un facteur d'intégration sociale et que les gens, en amont de l'ouverture, peuvent former carrément à la profession, parce que finalement, là aussi, ils ont des déficits de personnes. Mais quand un hôtel s'implante quelque part, très en amont, de dire on va former des gens, on va aller nourrir localement l'économie locale, on va être un partenaire de l'économie locale, et de plus en plus, ça se développe, des partenariats avec des écoles, et là, il y a aussi toute une dimension qui est intéressante dans la place que peut avoir l'hôtel demain. Oui, c'est pas qu'un geste, un hôtel en fait. Je vais rebondir sur ce qu'a dit et c'est là où c'est quand même extrêmement intéressant, c'est que en fait l'hôtel qui est maison à dormir, en fait pourrait se réinventer différemment, un peu comme une agora ou un forum. C'est-à-dire c'est un lieu de vie, mais c'est pas un lieu pour dormir, c'est un lieu de vie dans lequel en effet il peut y avoir différentes activités. C'est multifonctionnel, multi-opérationnel. Et là, ça devient complexe. Parce que du coup, si c'est multifonctionnel et multidimensionnel, qu'est-ce qui se passe ? La réception, il se passe quoi à la réception ? Une cuisine ouverte, qu'est-ce que ça veut dire pour le personnel ? Même nettoyer les chambres, les portes doivent rester ouvertes, mais le personnel est habillé comment ? Le chariot a quelle forme, quelle image, tous ces éléments-là, du coup, de la journée des gens qui travaillent dans l'hôtel participent à l'expérience client. Et c'est là où il y a, à mon avis, une croissance, une dimension pour amener l'hôtel sur une agora en relation avec son quartier, en relation avec la ville, qui est différente. Est-ce qu'il est possible de faire émerger des nouveaux services sans passer par un réinvestissement architectural ? Par exemple, vous parliez tout à l'heure de descendre, aller faire ses courses, l'épicerie, donc se faire à manger, tout ça, donc la kitchenette dans la chambre, etc. Est-ce que ces évolutions de mode de vie sont applicables dans l'hôtel tout en gardant l'esprit de service, mais finalement en faisant un mix toujours, en faisant avec ce qui existe et ce qui existe dans notre société. Est-ce que c'est envisageable ça, sans tout casser, sans... Oui, il faudrait hiérarchiser justement un peu toutes ces évolutions. Et puis voir celles qui sont applicables dans un bâtiment, parce que si on est pragmatique, chaque bâtiment, chaque hôtel a sa réalité, donc il faudrait analyser. Et après, autrement, on passe à l'étape suivante, on essaye de concevoir de façon plus lourde un nouveau produit. La dimension, justement, Agora, moi je la trouve très bonne. Moi, je pense que l'hôtel, je dis souvent, il ne faudrait plus l'appeler l'hôtel. Pourquoi ? Parce que surtout, et là c'est surtout en Europe par rapport à l'Asie justement, un hôtel ça reste effectivement pour beaucoup de gens le lieu où on va dormir. Mais c'est déjà plus ça depuis longtemps. Oui. Hein, quand on fait des salles de réunion dans un hôtel, souvent c'est pour des entreprises locales. Hein, mais dans l'imaginaire collectif des gens, un hôtel, c'est des chambres pour des étrangers, en fait. Et moi, je l'ai vraiment vécu parce que quand on travaille sur le patrimoine, l'idée, c'est de ne pas confisquer le patrimoine, de dire que finalement, ce patrimoine est refait, réhabilité pour peut-être des gens qui viennent de l'extérieur, mais avant tout, peut-être
pour les locaux. Ouais. Et donc, ça passe par de la restauration, ça passe par des espaces de travail, ça passe par plein des espaces de détente. Et c'est tout. En fait, c'est toutes ces fonctions annexes qui, demain, à mon avis, devront être boostées pour que l'hôtel soit plus seulement, effectivement, un lieu d'hébergement, mais après, le terme est à choisir. Agora est intéressant. Un lieu de vie qui est l'écosystème, qui est dans l'écosystème de la ville ou du quartier. Parce qu'un hôtel, suivant sa taille, suivant ses ambitions, en fait, il va rayonner sur un périmètre qui est différent. Si on prend des grands hôtels si je prends Marseille ou Lyon, les projets que j'ai pu réaliser là, on est à l'échelle de la ville parce que c'est emblématique, le bâtiment est emblématique. Par contre, si on est à l'échelle du quartier, on peut créer une vie dans l'hôtel avec son quartier. Moi, je prends l'exemple simplement. Si j'ai un hôtel sympa à côté de chez moi, bon, j'ai un peu un déficit de salle de réunion dans l'agence, mais je vais faire un partenariat, par exemple, avec l'hôtel, et puis je vais faire systématiquement des réunions dans l'hôtel qui est juste à côté. Donc, je crée une espèce de nouveaux échanges. Si tout d'un coup, j'ai plus assez de place, il y a du coworking en plus des salles de réunion dans l'hôtel, et puis si pendant 15 jours, on a une charrette, peut-être que je peux même aller bosser à l'hôtel. Je peux proposer à mes salariés de faire du sport dans l'hôtel qui est juste à côté. En fait, on voit que c'est complémentaire, que toutes les activités dont je parlais tout à l'heure, qui sont les activités de notre vie, seront dans l'hôtel. Donc à ce moment-là, on peut se servir de l'hôtel pour faire plein de choses. Et donc l'hôtel devient un lieu extrêmement vivant, attractif, un lieu d'échange, de vie. Voilà. Et comment il pourrait s'appeler alors l'hôtel s'il ne s'appelle pas l'hôtel? Ça, c'est la bonne question. Ah, on va regarder des photos, oui, pardon, parce que c'est vrai, mais je suis de... Tu veux qu'on les commente? D'accord. Alors, ok. Bon, hôtel, on peut quand même répondre si juste en 2 secondes. Hôtel, on l'appellerait comment alors si c'était pas, c'est compliqué parce que là, on rentre dans la sémantique un peu de latin. Agora, hôtel. Bon, on peut faire le raccourci. Enfin bon, je pense que c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. À Lyon, on a trouvé la réponse, c'était l'Hôtel Dieu, quoi. Oui, parce que c'était un concept plus large. Eh oui. Ton micro. Mais si on fait la prospective, c'est intéressant parce que si on prend en référence Marc Alévi qui parle des grands changements tous les 400-500 ans et les changements de cycle, peut-être que l'hôtel ait fait face à ce changement de cycle également. Et que cet agora, ce lieu en relation avec l'extérieur, en fait, l'hôtel ne peut plus être centré sur lui-même. Il doit être ouvert sur l'extérieur. C'est pour ça que l'agora, le forum est intéressant. Et je pense que ça a commencé beaucoup en Asie, parce qu'on est sur les hôtels de destination. Par exemple, j'ai travaillé sur le Sofitel de Hua Hin. C'est au milieu de nulle part. Il faut tout ramener. Il faut ramener de quoi manger 24 heures sur 24, de l'activité. On a mis aussi une galerie d'art. Voilà, donc il y a bon, et en fait ça émerge là-bas et ça vient un peu chez nous parce qu'on est bousculé par le Covid. Mais se réinventer, c'est là une question. Alors après, ce dont parlait Jean-Philippe, c'est le upsell, c'est-à-dire c'est comment faire en sorte que l'hôtel ait des revenus autres que par les chambres. Et là, c'est la vraie problématique. Sur Hotel Tech, il y a pléthore maintenant de solutions qui mettent en relation l'hôtel avec les services externes, et ça devient très complexe pour un hôtelier, parce qu'il a pléthore de services. Donc on est à un carrefour. Et ce carrefour-là, il est très important dans son métier. C'est vrai que la crise a ouvert l'obligation d'avoir un multiservice pour, au cas où ça ferme, finalement on peut proposer d'autres choses. Voilà. Et vous êtes obligé de réagir à ça. On a la courbe verte, les 20, 30, 50, et la courbe rouge. C'est-à-dire la courbe rouge, c'est simplement faire de la chambre. Ouais. La courbe verte, c'est être holistique et plus large et offrir des services différents. Alors, Philippe piétine d'impatience, donc on va... Il y a eu une sélection de photos et ça vaut des commentaires, je pense. Très bien, mais oui. On est où là? Oui, alors là, c'est pas très original. Vous êtes à Molitor, donc c'est un hôtel un peu connu. Qu'est-ce qui m'intéressait en montrant ces photos sur Molitor? C'est un hôtel qui a été, au-delà de sa déco, je parle pas de décoration, mais dans son positionnement extrêmement en avance. Parce que justement, c'est pas un hôtel, vraiment. C'est-à-dire, vous savez pas,
Ça reste une piscine, 2 piscines même. Ça, un club de sport, un lieu d'événementiel. Donc, du coup, un restaurant. En fait, un restaurant, bien sûr. Donc, ce mélange des genres fait qu'on est complètement dans ce qu'on vient de dire. On n'est plus réellement dans un hôtel. Et ça, c'est une voie aussi pour l'avenir. C'est avoir d'autres fonctions associées. On a dit qu'il faut renforcer les fonctions qui existent déjà, mais on peut avoir du retail, on peut avoir une piscine, on peut avoir des tas de choses qui font qu'on perd, on perd le cadre. Dans celle d'avant, ce qui est intéressant, et d'ailleurs, Sophie, c'est pas cette photo qui l'illustre, mais Molitor, par exemple, on a parlé, pendant la crise, on a parlé de staycation, donc aller en vacances à côté de chez soi dans un hôtel. Mais par exemple, à Molitor, c'était incroyable. Ils n'avaient pas imaginé le succès de ce positionnement. En plus, on avait fait ensemble un reportage, mais pendant les travaux. Pendant les travaux, mais oui, ils ont été super étonnés. Il y a des gens qui habitent à 500 mètres qui viennent passer la nuit là, une clientèle hyper locale. Ils regardent, le week-end va être beau, ok. Et ben là, finalement, je vais profiter de la piscine qui m'évite de la payer directement. Donc, il faut mieux que je m'achète la nuit d'hôtel. J'en profite de 14h la veille jusqu'à 11h du soir possible pour nager au milieu de la nuit. C'est quand même assez drôle. Et puis le lendemain matin, vous avez encore la journée disponible sur le lieu. Donc voilà, c'est en ça que c'était un peu précurseur comme projet. Celui-là, je ne sais plus pourquoi je l'ai mis. Mais tous n'ont pas des piscines, hein. Non, mais bon. Il faut inventer plein d'expériences finalement. Oui, voilà, mais c'est ce qu'on disait, par exemple, les salles de réunion. Là, le coworking. Les salles de réunion, par exemple, le week-end, vous allez faire un brunch, mais les salles de réunion, ça peut devenir des clubs enfants. Ça veut dire qu'on les crée différemment. Exactement. Il ne faut pas que ça soit trop formel en salle de réunion. Voilà, c'est pour ça que l'image d'avant, c'était l'espace réunion. Donc, il était effectivement, il était un petit peu moins formel. Voilà. En fait, il y a un élément conceptuel qui est intéressant, c'est l'hybridation. Oui. C'était ma question suivante. Pardon ? C'était ma question suivante. Ah, alors je la tais. Mais non, mais allez-y. Bah non, mais le principal, c'est que ça déroule. Voilà, ça se déroule. Pourquoi l'hybridation ? Parce que justement, on est un hôtel piscine. Une table qui marche, c'était aussi en termes de design, il y a eu il y a quelques années un courant de pensée sur l'hybridation et l'hybridation, ça permet de faire quoi ? De mettre en relation des éléments qui ne sont pas directement connectés ou liés. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va germer après une hybridation. Et là, en l'occurrence, ce que tu dis est très juste, et ça ne m'étonne pas du tout, sur la piscine Molitor, c'est quoi ? C'est les gens qui habitent à côté qui viennent à la piscine Molitor. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fonction qui n'est pas l'hôtel, mais il y a l'hôtel, il y a tous les services, il y a le lieu qui est magnifique. Donc du coup, ces questions-là, après, on doit, nous, en tant qu'architecte d'intérieur, se les poser sur un lieu lambda. Qui n'a pas d'âme, et comment recréer une âme, comment recréer cette hybridation pour justement avoir, et là on est sur le upsell, une clientèle qui ne soit pas qu'une clientèle de destination ou une clientèle internationale, mais c'est la clientèle locale qui participe à cette... Et puis ça crée des croisements aussi, des croisements de population qui sont intéressants. Si on reste à Molitor, il y a les gars qui arrivent, qui ont fini la semaine de boulot, mais qui ont quand même choisi cet hôtel, parce que ça ne ressemble pas à un hôtel de business. Donc déjà. Mais deuxièmement, ils sont quand même encore avec leur attaché-caisse, comme ça, ils quittent le lieu, mais il y a tous ceux qui arrivent déjà pour le week-end, finalement. Et du coup, cette espèce de melting pot crée une espèce d'énergie du lieu. Donc voilà, ça, c'est assez intéressant. Là, on a vu un cocon, là. Oui, c'est le spa du Sofitel Wine, qui a eu un award l'année dernière sur le Best Theme, Spa Theme international. Là, l'idée ici, c'était c'est une réhabilitation, hein, donc c'était avant un lilas, et c'était très conventionnel. C'est-à-dire que le spa était classique, comme on peut l'imaginer. Et comme c'était pour du Sofitel Accor, qui est un peu borderline, il fallait essayer de trouver quelque chose. Donc on a intervenu sur on a essayé de rompre les codes en fait. Donc rompre les codes, justement, c'était faire quelque chose de différent. Et la question, c'est cette différence. Comment est-ce qu'on peut réussir à la dessiner, à la mettre en place
tout en gardant l'expérience client, ce qui est importante. Il faut que le parcours client soit là, avec les codes classiques du spa. Mais voilà, donc ça fait référence, je pense à ça, à cette volonté, cette capacité qu'on a, nous, architectes d'intérieur, de changer des codes. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important également. Et du coup, vos prestataires, enfin ceux avec qui vous travaillez, ils vous suivent dans cette hybridation justement, c'est-à-dire ils n'ont pas le choix. Non mais comment ils peuvent vous suivre, enfin ou comment ça peut se faire en intelligence, enfin une chaise reste une chaise, mais je veux dire. S'ils nous embauchent, c'est pour une raison concrète. Non, vos clients, ça c'est une chose, mais vous, pour l'aménagement, pour le mobilier, pour tout ça, est-ce que ça change quelque chose? C'est-à-dire qu'une salle de réunion qui devient par ailleurs un endroit pour un brunch avec des enfants et tout, enfin voilà, est-ce que aussi finalement dans le mobilier derrière on se réinvente et on suit ça? C'est parce qu'on trouvait que notre métier était trop simple, on a voulu un peu le complexifier. Non, mais c'est vrai qu'on se crée de nouveaux challenges. On veut une salle de réunion qui ne ressemble pas à une salle de réunion, mais il faut que les chaises soient confortables, par exemple. Bon. Ouais. Après, c'est ça que je voulais dire. S'il y a tes enfants qui viennent faire de la peinture avec leurs mains sur la table de réunion, il faut qu'on ait un matériau qui soit aussi adapté à ça. Donc, en fait, c'est la base de notre métier. C'est entre usage et fonction, de trouver des solutions. Donc, il faut se raconter juste une autre histoire. Bien sûr, les partenaires, ils sont toujours là, ils sont attentifs. Hier, il y avait des tas de sociétés tout à fait. Ce qui était sympa, c'est on était à la fois designer, client et société qui réalise. Et il y avait plein de sociétés, quand on voit les réalisations, qui sont très inventives, qui sont prêts à nous suivre dans toutes ces évolutions. Non, je sentis que tu as pris le micro. Il est vrai que ce qu'il a dit est intéressant. Il est vrai que quand on fait une solution qui est hors norme, qui n'est pas dans la norme, généralement les entreprises, les artisans, ils sont ravis de travailler sur quelque chose de complexe, de dur. Et également, ils peuvent exprimer leur savoir-faire. Et c'est plus intéressant pour eux d'exprimer leur savoir-faire sur quelque chose qui est complexe que simplement de livrer un matériau ou quelque chose de conventionnel. Donc c'est là où on intervient, là aussi. Alors à l'étranger, c'est plus complexe. Pourquoi? Parce que les artisans et l'artisanat d'art est un peu différent. Donc ça nous demande un travail qui n'est pas simplement un travail d'étude en amont et de design, mais un travail de suivi. Parce qu'il faut vraiment faire en sorte que les projets sortent dans la qualité requise. Et puis en tant que Français à l'international, on a un devoir d'excellence. J'en profite en tant qu'architecte intérieur d'être assis au CFAI. Donc on a un code comme ça. Donc faire les suivis à l'étranger, c'est très important. Souvent on n'a pas l'occasion. Moi j'ai pas eu l'occasion. On a travaillé sur un hôtel en Asie, un Hyatt Regency. J'y suis pas allé du tout. On a fait un hôtel full rénovation. Après il y a des méthodes autres qui se mettent en place pour faire les suivis, mais ce besoin d'excellence doit encore être là. Et les artisans adorent ça quand on propose quelque chose de différent. Oui. Je suis d'accord. Je te remercie. Dernière question. Ce qui veut dire, c'est motivant. Faisons des choses différentes. Sortons des codes. Oui, allons justement à l'hybridation. pour pas que les lieux se ressemblent. Exactement. Parce que cette synergie-là, elle est importante pour l'expérience client in fine. Et dernière question. Tout à l'heure, en off, vous parliez du statut d'architecte d'intérieur. Bon, là, c'est un petit peu à part, finalement, de tout ce qu'on vient d'évoquer. Mais ça, c'est un problème? C'est quelque chose à voir? C'est quoi? C'est un questionnement? C'est lui le spécialiste. Alors, je vais faire moi une toute petite réponse. Bon, déjà, moi, je suis le mauvais client. C'est à la base, je suis architecte. Alors, je viens empiéter sur les terres des architectes d'intérieur. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est pas grave. Je milite auprès de mes confrères pour justement que l'architecte d'intérieur soit peut-être mieux perçu aussi des architectes. En fait, d'ailleurs, ils les critiquent, mais tous veulent faire aussi de l'architecture d'intérieur maintenant, tous les architectes quand même, parce qu'ils ont compris que le lien. Déjà, ils ont un métier très chiant, faut reconnaître, puisqu'ils s'occupent maintenant, quand on est architecte, on s'occupe
95% de son temps que de problèmes administratifs, techniques, et que finalement la conception toute la création, elle est souvent, surtout si on est en réhabilitation, elle est donnée à l'architecte d'intérieur. Donc voilà, mais et là je vais laisser Donatien parce qu'il fait partie de l'instance. Mais en une minute. Voilà, il y a un problème de statut, je pense, spécifiquement en France, oui. Et une minute. Minute, je vais me faire gronder. Ça va être court. Oui, ce statut, cette profession d'architecte d'intérieur qui est validée par 5 années d'études, donc reconnue par le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture, le référent architecte d'intérieur n'est pas reconnu. Donc on a un problème qui laisse la porte ouverte à des gens qui exercent la profession d'architecte d'intérieur mais qui n'ont pas la formation. Un architecte, c'est 5 ans d'études également. Un architecte d'intérieur, on est aussi sur 5 ans d'études sur les grandes écoles. Voilà. Donc il y a toute une norme comme ça qu'il est bon de mettre en place pour faire en sorte que cette profession ait sa place avec et à côté de l'architecte. Parce qu'il y a une vraie synergie. On a des métiers qui sont différents et complémentaires. Alors nous, à l'étranger, je pense que c'est ton cas aussi, quand on arrive sur des projets, on a l'architecte d'intérieur, le lighting designer qui est là, le landscape, et on est nommé en amont. On n'est pas nommé in fine, après l'architecte. Donc il y a toute une pédagogie à faire pour qu'on puisse exprimer la qualité de notre travail qui est assis sur, je le redis, sur 5 années d'études quand même, et toutes ces expériences de travail. Voilà. Je fais court, mais on peut en parler pendant des heures. Très très bien. Il y a pas de questions? Ah bon, d'accord. Vous avez fait courir comme ça, il n'y a pas de questions. Si, il faut que quelqu'un se dévoue pour la première. Ah non, je crois que ça doit se terminer, c'est ça, on est non, enfin, la question qui nous intéresse derrière tout ça, c'est le rôle des architectes d'intérieur qui donnent effectivement des tendances, des pulsions et qui font de l'interprétation de l'évolution des besoins. Et derrière, on a nos agenceurs et nos entreprises qui sont là. Donc je pense que la crise a eu... Enfin, nous, on a connu plusieurs crises parce qu'il y a eu celle aussi sur les tensions sur les matériaux. Donc vous êtes au courant bien sûr. Et puis les questions de normes, les questions de matériaux, des aspects sanitaires, entre guillemets, et anticipés. Je ne sais pas si ça a joué ou si ça a une influence aujourd'hui sur votre création ou pas. Je sais pas, voilà. Ah ben, on est en plein encore dans les problèmes de matériaux. Hein, on est obligé d'anticiper. D'habitude, on dit il faut 3 mois entre une passation de commande et puis une livraison. Et là, il faut compter 6 mois, quoi. Donc on est encore en plein dans cette problématique, hein, qui, des fois, décourage aussi certains clients, hein, qui reportent. On ne sait pas si ça se fera un jour, parce qu'ils ont peur, par exemple, de rater une ouverture. Surtout pour un hôtel, c'est assez fondamental. C'est timé. Oui, exactement. Ouais. Très bien. Super. Merci beaucoup, messieurs.